Allez les amis, on commence. On s'installe, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, on va laisser la parole à Nathalie. Ouais, c'était pas mal, ouais. Voilà, il y a des places devant, entrer tranquillement. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors il y a quelqu'un par SMS qui m'a dit encore le mariage. Alors je lui ai dit oui, encore et toujours. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé la permission avant, hein. Tu aurais dû me dire. Non, c'est moi qui pourquoi? C'est très simple. Parce qu'une fois, je vous raconte une petite anecdote, donc on commence tout de suite parce qu'on est un petit peu en retard. Il y a quelqu'un qui a demandé au Chazonish, donc un grand maître de la génération précédente, il a dit: est-ce que les garçons des yeshivot doivent laisser pousser la barbe? Parce qu'il est de coutume que les juifs portent une barbe, pour des raisons que c'est pas le sujet de maintenant de développer. Et la question était posée au Chazonish: est-ce que les garçons des yeshivot doivent porter la barbe? Il a répondu non. Pourquoi? Et la raison est très simple, c'est qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas marié, la Torah ne s'adresse pas vraiment à lui. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah s'adresse à un homme marié et une femme mariée. Un homme sans une femme n'est pas vraiment un homme, une femme sans mari n'est pas vraiment une femme. Et donc, oui, le mariage, c'est un objectif en soi, et c'est pas une expérience comme une autre, comme vous voudrez nous faire croire dans la société. C'est pour ça que ce soir, on va recevoir encore un Marseillais, Rabbi Nathan Chokron, de Marseille. Vous êtes toujours avant nous au classement. Vous êtes toujours avant nous au classement, donc ça va. Ouais, voilà, il y a un supporter de l'OL qui n'a pas apprécié. Et en tout cas, donc sans plus tarder, on écoute Rabbi Nathan Chokron sur ce sujet, dans le silence le plus parfait, comme ça, hein, chacun profite au maximum, ok? Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un plaisir de revenir à Lyon. Je dis revenir parce que je garde un souvenir magnifique de cette ville. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez dans les années 90. Mais il faut savoir qu'à Lyon, il y en a qui étaient pas nés, mais bon, je pense que la plupart, ils se rappellent de l'événement qui a eu à échelle européenne, qui s'appelait le Sioum HaMishnayot. Et donc on était venu avec Marseille à Lyon participer au Sioum HaMishnayot. Le Sioum HaMishnayot, en fait, c'est des enfants qui apprennent beaucoup de Mishnayot et qui les récitent et qui les expliquent. Et toute l'Europe s'était réunie à Lyon. Et moi, ce que j'ai été bluffé à l'époque, c'était de l'organisation et de l'entraide qu'avait Lyon. C'est-à-dire que, et là je vois que ce soir c'est pareil, je vois que vous avez répondu présent, et pour moi c'est un signe de réussite pour les organisateurs que je félicite ce soir, Nathaniel et Ilan, comme je dis, c'est la première fois que je le vois en vrai, mais on s'est toujours vu par écran séparé, et ce soir c'est un plaisir de les voir en vrai, et je les félicite pour tout ce qu'ils font. Je vous félicite à vous d'être venus ce soir pour un shiur de Torah. Je sais que vous avez tous et toutes vos occupations. Et comme disait Nathaniel, l'idée du mariage, pour moi, alors il m'a dit de me présenter un petit peu. Moi, je suis médiateur familial, j'ai fait mes études en Israël avec des grands rabbanim. Et aujourd'hui, eh bien, je rencontre des jeunes à Marseille qui sont dans cet esprit, justement, dans cette démarche de mariage. Je les rencontre avant, dans les Shidduchim. Je les rencontre après, quand ils se sont fiancés, qui doivent se préparer au mariage. Et donc, je touche un petit peu le sujet du doigt. Je vais quand même demander la permission parce que, bon, j'en aurais pu parler d'un autre sujet. Mais disons que ce sujet me tient à cœur parce que je vois aujourd'hui, ça va peut-être vous étonner, mais beaucoup de souffrance et beaucoup d'inquiétude. Parce que de la part des jeunes qui, des fois, eh bien, les années passent et on leur dit: allez, à l'année prochaine, si Dieu veut. Hein. Et toi, tu as envie de dire: mais taisez-vous, mais ça suffit. Mais à chaque fois que je vais, vous allez me ressortir la même rengaine. Et donc, on rentre dans un système qui est angoissant, et de la part de ceux qui doivent chercher leur moitié, et de la part de ceux qui les ont enfantés et qui se disent finalement: quand est-ce que je vais amener mon fils ou ma fille sous la roupa? Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est d'abord commencer par une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un couple qui est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et ils l'ont dit: Rabbi, on a tout essayé. Vous savez, à l'époque, c'était pas les moyens qu'on a aujourd'hui médicaux de pouvoir résoudre ces problèmes. Et donc, ils lui ont dit: Rabbi, on a décidé chacun de se séparer de son côté pour pouvoir essayer chacun de son côté d'avoir des enfants. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit: d'accord, mais vous allez faire quelque chose de très spécial. Ce soir, vous n'allez pas fêter votre mariage, mais vous allez fêter votre divorce. Alors en Israël, ils le font jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils appellent Mesibat Girushin, parce qu'ils sont tellement contents. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une autre idée dans la tête, et surtout, il avait une espèce de névoie. Et donc, ce couple-là fait cette fête, et le mari, au milieu de la fête, il prend la parole, et il s'adresse à bientôt son ex-épouse, et il dit: écoute, j'aimerais que ce soir, avant de partir, tu ailles à la maison,
et que tu prennes ce qui te tient le plus à cœur, en souvenir de notre relation, de ces années qu'on a passées ensemble. Et la femme, elle n'a pas réfléchi 2 fois. Elle s'est arrangée pour que le verre de son mari, il ne soit pas vide à aucun instant toute la soirée, jusqu'à qu'elle a rendu sous, et puis elle a pris dans sa maison. Et le lendemain, le mari s'est réveillé, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « C'est très simple, tu m'as demandé de prendre ce qui était le plus cher à mes yeux dans la maison en ton souvenir, je t'ai pris à toi. » Vous avez compris que ça, bien évidemment, c'est l'idéal de la relation. Ça veut dire qu'un couple qui a tellement travaillé et qui s'est investi, vous allez voir pourquoi est-ce que je parle de ça, puisque déjà là on est dans le mariage, eh bien justement, il peut espérer avoir une tellement grande proximité que jamais ils pourront se quitter. La question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça? Alors moi j'aimerais commencer du début. Le premier couple qu'on connaît dans la Torah, et que vous connaissez tous, c'est Adam et Chava, Adam et Ève. Et Akadosh Baruch Hu, quand il écrit le pasuk dira Vaïvra Elokim et Adam Betsalmo, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, Betselem Elokim, à l'image de Dieu, il les a créés. Zachar ou Nekeva Baraotam. Vous savez qu'on dit que à l'origine, Adam Arishon avait les 2 facettes, celle de la femme et celle de l'homme. C'était une même entité. Et c'est à ce moment-là, et ça c'est intéressant déjà, Vayevarer Otam Elokim. Akadosh Baruch Hu leur a donné la bénédiction. Comme si, s'il n'y avait pas eu cette association entre l'homme et la femme, il n'y aurait pas eu la bénédiction. Et Nathanaël, il a vendu un peu la mèche déjà tout à l'heure, et c'est ce qu'on va essayer de développer. Mais juste avant de développer ça, ce que j'aimerais peut-être préciser, c'est la suite. Après qu'ils aient été créés, comment ils ont été créés? Et ça va répondre déjà à pas mal de questions, vous allez voir. Vayapel Elokim Tardema ala Adam. Adam Arishon, excusez-moi d'être direct comme ça, il a fait le tour des créatures qui étaient autour de lui, et ça ne lui convenait pas. Il n'y avait aucun animal qui lui convenait. Celui-là, le lion, non. La panthère, non, non. Aucun, il ne trouvait pas. Il leur a donné des noms, ça il a su faire, mais aucun lui convenait. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lotov heyot Adam levado. On ne peut pas laisser l'homme seul, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Je vous évite les psukim pour ne pas perdre dans le temps du chiour. Il endort Adam Arishon, hein, vous le savez tous. Il prend une cote et il en fait une femme. Et à ce moment-là, Adam Arishon se réveille et Akadosh Baruch Hu lui dit, eh ben voilà, je te présente, enchanté, c'est ta femme. C'est avec elle que tu vas passer le restant de ta vie. Il dit, Rav Simcha Cohen, vous ne pouvez pas savoir la révolution qui s'est passée dans ces psukim-là. Très souvent, quand les garçons ils fréquentent des filles, ils ont l'impression tout de suite d'être envahis. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? On peut sortir ce soir, on peut se voir demain, il faut que je te parle. Oh, laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qu'elles ont l'impression, les femmes, eh bien, ou les jeunes filles, c'est d'avoir un homme qui est très discret, pas assez ouvert, qui parle pas assez. Il dit, le Rav Simcha Cohen, tout est dans la création. L'homme, il n'a rien demandé, il était seul, il n'a rien demandé, on l'endort et on lui dit maintenant, toute ta vie, tu vas avoir une femme avec toi. Et la femme, elle, quelque part, qu'est-ce qu'elle a eu? On l'a enlevée de sa source, qui était Adam Arishon, et on lui a dit maintenant, tu vas devoir revenir à ta source. Donc il dit le Rav Simcha Cohen, voilà pourquoi on va trouver des jeunes filles qui vont vouloir parler, qui vont vouloir discuter, qui vont être ouverts à la discussion, et des garçons qui en fait, eux, vont être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus discrets, un peu moins bavards. C'est pas un défaut. C'est-à-dire que les jeunes filles et les femmes, après vous le verrez quand vous serez mariés, elles auront toujours besoin de parler, d'exprimer, qu'on leur dise, qu'on soit attentionné vis-à-vis d'elles. On n'est pas en train d'être étouffé. C'est tout simplement la nature de la femme de chercher inconsciemment à revenir de l'endroit où est-ce qu'elle a été créée. Et l'homme, lui, pas bavard, n'exprime pas ses sentiments. Quand est-ce qu'il va me dire qu'il veut m'épouser? Mais vous allez voir que des fois, les hommes, ils vont avoir du mal. Les filles, elles sont là, ouais, je te dis pas, ça marche. Combien de fois tu l'as vu? 2, 3 fois, ça y est, mais je sais que c'est lui, je sais que c'est lui. Et le mari, il est lent, le garçon, il est lent. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, que vous le comprenez bien. C'est-à-dire que dans la création de l'homme, et ce système-là, il va commencer au moment des shilurim, mais il va s'émanciper tout au long du mariage. Tu auras une femme qui, toute l'âme de journée, c'est pas qu'elle veut étouffer son mari, elle veut tout simplement retourner à sa source du début inconsciemment. Et c'est pour ça, ça va jusqu'à où, je vais vous dire. Alors, c'est une Cohen, ça c'est pour les gens qui sont mariés, bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup ce soir. Et il dit des fois, tu n'as pas passé la journée avec ta femme, arrive le soir, elle te dit, écoute, j'étais là, et il s'est passé ça, et quand je suis sorti, on m'a pas laissé la porte ouverte, et après de là, j'ai été chercher les enfants, là, un truc, et elle te raconte, toi tu es presque en train de t'endormir, il faut qu'elle te raconte. Et tu verras, Simcha Cohen, pourquoi elle te raconte autant? Elle veut te dire que même quand elle n'était pas avec toi,
le fait qu'elle te raconte ce qui s'est passé, finalement, elle t'a pris avec toi-même à ce moment-là. Et donc, c'est-à-dire que quand on veut faire ces rencontres-là, il faut comprendre pourquoi est-ce que je mets le point ce soir sur ça, puisque on ne parle pas ici de mariage. Il faut comprendre que l'homme, un garçon et une fille, c'est pas pareil. Et donc, autant le garçon, il va devoir faire des efforts de s'exprimer, de dire ses sentiments. D'ailleurs, mon Rav, il dit toujours, quand vous avez une relation qui dure depuis très longtemps, quand je vous dis très longtemps, c'est 5, 6, 7, 8 ans. Des fois, je suis obligé de faire peur aux khatanim, aux garçons et aux filles. Je leur dis, mais jusqu'à quand tu vas attendre? Un jour ou l'autre, on va te l'apprendre. Il y en a un comme ça, au Hachem, il a avancé, il a commencé déjà à faire les fiançailles et tout ça. Mais c'est la vraie vérité, on le verra plus tard. Sachez que, je ne vais pas vous faire peur ce soir, ce n'est pas le but de la conférence, qu'on peut passer à côté de son mazal. Quelqu'un qui a 30 trop et qui a des exigences qu'on développera tout à l'heure, il peut passer à côté de son mazal, on l'expliquera tout à l'heure. Et en dehors du fait de l'importance de tout ce qu'on vient de dire maintenant, il y a aussi un problème par rapport à l'épanouissement personnel. Un jeune homme et une jeune fille, plus ils grandissent, plus ils ont besoin de développer le potentiel qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même si vous avez un garçon épanoui, une fille épanouie, qui a fait des études, qui a fait ses preuves, qui a une situation, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'est pas arrivée sous la choupa, il y a un manque d'épanouissement. Tout ce qui est à l'intérieur et que tu peux développer, et on va essayer d'expliquer tout de suite, ça reste enfoui en toi. On dit que la différence entre un homme et un animal, c'est dans les mots. Comment on dit un homme? Adam, parce qu'il a été créé de Adama, de la terre. Or, Behema, c'est l'animal. Et quand on voit le mot Adama et Behema, on trouve une différence. Behema, c'est quoi? Bama. Tu vois une vache, tu as des sabots, des cornes, elle fait du lait, de la viande, c'est tout. Il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas une envie d'aller plus loin. C'est l'animal. Or, l'homme, c'est exactement l'inverse. Il a été créé de la terre, pas pour rien, très chers amis. Il a été créé de la terre parce que justement, c'est quoi la terre? La terre, c'est tu mets une graine dedans, et puis ça pousse, ça fait des racines, ça crée un tronc, ça fait des fruits, ça s'épanouit, ça ne reste jamais la même chose. Eh bien, l'homme, il a ça en lui. Et c'est ça, quelque part, qui va se développer. Mais à quelles conditions? Qu'il ait quelqu'un à ses côtés pour l'aider à se développer. Et comme il a dit tout à l'heure, Nathaniel, si on n'est pas arrivé à cette rencontre et à ce couple, on manque dans le développement. Pourquoi? Parce que quelque part, et ça il faut que vous le sachiez, il y a beaucoup des fois des jeunes qui disent « moi j'ai du mal à trouver ma branche, je ne sais pas si je fais ça, si je fais ça ». Il faut que vous fassiez, et ça les rabbanim ils le disent, ça a été dit au nom du Harizal, on a tous un tachrit, on a tous un but dans ce monde-là pour lequel on est venu. Comment je peux savoir? Pourquoi le Rav Shokron c'est un avis, c'est un prophète? Pas du tout. On dit au nom du Harizal, j'avais entendu au nom du Rav Louberbaum, quel jour il envoie une grande réfoua chez Lema, eh bien, qui disait que très souvent dans la vie de tous les jours, tes amis, tes parents, ceux qui te connaissent, ils sont toujours en train de te faire des compliments sur un point chez toi. Tu es bon là-dedans, franchement, mais comment tu fais pour être bon? C'est dans ce point que tu dois te développer. N'écoute personne. Si c'est quelque chose qui peut t'aider dans ta situation, qui peut t'aider à avancer dans ta vie, fonce sur ce niveau-là. Et les choses négatives, où à chaque fois on te fait des réflexions, encore tu fais ça, il dit le Harizal, tu es venu dans ce monde-là pour réparer. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose en nous d'extraordinaire, de spécial que personne d'autre ne peut révéler. Seulement, est-ce que véritablement, je vais pouvoir avoir quelqu'un qui soit à mes côtés pour pouvoir développer? Parce que c'est ça le mariage quelque part. Le mariage, il va m'aider à développer les forces, ce qui est enfoui sous moi. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On attend. Alors des fois, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que psychologiquement, je me prépare, tu comprends? Je me sens pas encore. C'est à quoi tu te sens pas encore? D'arrêter de faire les soirées le soir? Tu en feras, mais avec ton épouse. Ouais, mais je me sens pas financièrement. Il y a des gens qui disent, moi, la vérité, tant que j'ai pas acheté la maison, tant que j'ai pas fini les études. Mais alors, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Jusqu'à où tu peux attendre de dire, je suis pas encore prêt financièrement? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent aujourd'hui, financièrement, je suis pas... Hein, il me fait comme ça. Financièrement, je suis pas encore prêt. Mais ça veut dire, tu peux toujours te dire, hein? Non, mais je... on ne peut ne pas être d'accord, au contraire. Moi, je suis entièrement contre. Voilà, c'est-à-dire que tu te dis, il faut être prêt financièrement, mais à ce moment-là, ça va jusqu'à où? Il faut la villa. D'accord, mais entre... Oui, alors Ilan, tu as bien mis le point.
Mais entre ça, entre ça, Ilan, entre ça et te dire, attends, il faut que j'attende encore, il faut que je développe ici, il faut que je fasse ici, ça peut aller, s'il n'y a pas de limite, ça, on peut rester pratiquement jusqu'à 30, 35 ans, c'est-à-dire finalement, je n'ai pas encore fini ma carrière. Une fois que j'aurai ma carrière professionnelle bien cadrée, là je commencerai. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'entre-temps, il y en a qui t'ont pas attendu, et qui, elles, ou qui, eux, sont partis, et on va voir, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. Ah, d'accord. C'est vrai, la bracha, elle vient après avec la femme, je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, c'est pas que t'es fiancé qui m'a dérangé, ça après que ça vient. C'est le côté étudiant. Il y en a qui vraiment, qui finissent leur étude pour après enclencher un mariage. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Bien évidemment, on t'a pas dit de te marier après le bac. Je ne suis pas venu dire ça. Tout à fait, tout à fait. Mais il faudrait pas aussi que la carrière, quelque part, elle t'ait fait oublier que tu as besoin de construire une famille. Ouais, c'est ça que... Alors, ça dépend quelle carrière. Il y a un minimum, d'accord? C'est-à-dire que tu vas pouvoir aider à ta famille à faire vivre. Et il y a des gens qui sont tellement carriéristes. Moi, je connais des amis à moi. Ils sont partis de l'autre côté du monde parce qu'ils avaient un challenge à remplir. Mais j'ai dit, mais qui tu as trouvé là-bas? C'est pas grave. Le juste milieu, c'est de dire, je finis mes études comme quelqu'un qui fait des études de médecine ou je sais pas. Mais pas devenir chirurgien pour attendre de se marier. Voilà, ce serait ça le juste milieu. Tu as médecine, tu peux déjà avoir une situation assez stable pour pouvoir avoir ta famille, pouvoir nourrir ta famille et s'occuper d'elle. Alors à ce moment-là, les autres études, tu les continueras après. Ça se continue après, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des amis qui ont fini dentaire, et puis après, qui ont fini radiologue, ils ont dit, bah, finalement, maintenant, je suis marié, ils ont continué jusqu'à dentaire, c'est possible. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié de fonder une famille. Bah, au Hachem, ils l'ont fondé, et ils ont des enfants. Autre chose aussi que je voulais voir, c'est ce qu'on a beaucoup de mal, c'est ce passage sous la choupa. C'est quoi le passage sous la choupa? Eh bien, très souvent, jusqu'au mariage, on est des receveurs. Et papa et maman, ils te donnent ça, et ils te donnent ça pour avancer, et puis là, ils t'ont payé les études, et puis là, ils t'ont fait... Donc, toute notre vie, quelque part, on a été des receveurs. Au moment où on doit devenir donneur, passer sous la choupa et dire maintenant, je vais être le père, vous allez voir pourquoi je dis ça, je vais être le père de ma femme, ou bien je vais être la mère de mon mari, ça devient difficile. Parce que maintenant, c'est toi qui vas donner. Pourquoi j'insiste sur ces mots-là? Parce qu'inconsciemment, et ça, vous ne me l'enlèverez pas, quand on se marie, et c'est peut-être une erreur, on cherche à travers le garçon qu'on rencontre, quelqu'un qui ressemble à son père. Et ça, je m'en suis rendu compte très souvent. Et à travers la fille qu'on rencontre, on cherche quelqu'un qui ressemble à sa mère. Et même si on a fait abstraction, et même si quelque part, on a dit, bon ben finalement c'est un garçon ou une fille qui me convient, ce qui se passe très souvent à la suite de ça, c'est que on va au clash. Pourquoi? Parce que quand après, je dis toujours, le mariage c'est magnifique, des gens ils me disent, oh, regarde le mariage qu'elle a eu ou qu'il a eu, c'était... Moi je dis, c'est pas ça qui compte. C'est 3 mois après, quand tout le monde est parti, qu'on est à la maison, un soir d'hiver, et qu'on a encore à se raconter, et qu'on a encore à partager. Alors à ce moment-là, quand le nouveau est passé, est-ce que maintenant tu vas dire, il faut que ce garçon-là, il soit comme mon père, comme ça marchait à la maison, ou bien non, tu comprends qu'il faut construire ensemble, et qu'on va créer quelque chose de nouveau. Et le problème, comme je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la société du jetable. Ça marche pas, c'est pas grave, on va divorcer. C'est pas grave, il y a un Dayan, il y a un consistoire. Il faut bien que le consistoire, il tourne quand même. Et on a beaucoup de divorces. Malheureusement, les gens... Regardez, à l'époque, c'est juste pour vous dire, si vous avez vu vos grands-parents, combien on a vu de grands-parents divorcer, Ribono Shel Olam? Ils se disputaient un peu dans la cuisine, chacun il allait de son côté, et puis après, Shalom à Israël. Mais aujourd'hui, on est tellement dans la génération du jetable, que si ça va pas, 2 mois après, on est chez le rabbin, mais... On dit à ces gens-là, mais essayez de vous remettre ensemble, essayez de construire. Non, de toute façon, depuis le début, je savais que ça allait être comme ça. Mais c'est ça le problème. C'est que tu es rentré sous la choupa en te disant que ça allait être comme ça. Que tu t'es jamais dit, je vais investir un petit peu. Que tu t'es jamais dit, finalement, je vais un petit peu rabaisser mon caquet, diminuer mes attentes et mes exigences. Eh bien, malheureusement, on peut aller au clash. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'on croit que le mariage, comme on le dit souvent dans les shiurim, c'est quelque chose de naturel. Comme ça s'est bien passé chez moi à la maison, ça se passera bien avec mon conjoint ou le garçon ou la fille que je rencontrais.
ça va bien se passer, mais il va falloir que tu t'investisses. Il va falloir que tu te dises maintenant, je vais vivre et je vais investir pour la personne. C'est pas j'attends de voir ce qu'il va faire pour moi. Est-ce que ce soir il m'amènera des fleurs au resto? Ben non. Si toi t'attends toujours, t'attends, elle aussi elle va attendre, et puis finalement vous allez vous séparer. Mais s'il y a un investissement, il y a une confiance qui s'installe. D'ailleurs, mon Rav dit toujours, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, mais après on est passé sur un autre sujet, que quand les rencontres, elles commencent à s'attarder, et qu'on a tout vu, et que tout va bien, mais on n'arrive pas à enclencher le pas, il faut commencer à se confier un peu. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On reste sur notre défensive, on essaye de voir ce que l'autre il va être prêt à dire sur lui-même, et puis après, moi je parlerai de moi. Non, non, non. Si tu t'es mis en confiance, si tu as livré un peu de toi-même, eh bien à ce moment-là, on commence à pouvoir créer quelque chose ensemble. Et le mariage, quelque part, c'est comme l'accès au travail. Vous savez, les gens, ils s'investissent, comme on parlait avec Ilan maintenant, il y a quelques minutes, pour faire une carrière, pour avoir... Et ils se préparent, ils font des études. Et ils croient que la choupa et le mariage et les rencontres, ça va se faire comme ça, au naturel. Mais ça s'apprend. Il y a toute une chorma, il y a toute une intelligence, comment un garçon, il fonctionne, et comment une fille, elle fonctionne. Alors, il y en a beaucoup qui ont trouvé une alternative. Là aussi, je vais remuer un petit peu, je vais faire le feu dans la salle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, finalement, tu sais ce qu'on va faire? On va s'installer ensemble. Et puis, on va vivre ensemble. Sachez qu'en dehors, parce que ce n'est pas le but ce soir de parler de ça, des interdits qui découlent de ça, mais sachez que ça servira à rien. Parce que dit le Rav Simcha Cohen, le tourisme, d'accord, c'est pas le fait d'habiter dans un endroit. C'est comme les gens, ils partent en Israël. Tu connais Israël? Oui, je vais faire la Aliyah, il n'y a pas de problème. Quand tu as été? Ah, moi j'étais à Eilat pour Pessah, j'étais à Jérusalem cet été, à Natania pour Hanouka. Mais baba, la vie en Israël, c'est pas le tourisme. Quand tu arrives là-bas, et avec tout ce que j'adore Israël, je suis resté là-bas même 13 ans, donc je ne suis pas venu cracher dans la soupe. Mais ce n'est pas la vie du tourisme. Donc ça, tu le comprends. Tu comprends que vivre en Israël et faire du tourisme, c'est pas quand tu vas devoir t'installer, c'est la même chose. Tu peux avoir fréquenté un garçon pendant des années, vous avez pu vivre des moments exceptionnels, mais quand vous allez passer sous la choupa en tant que mariés, eux, et mariés et eux, ce ne sera pas la même chose. Donc toi, tu te dis, vivons ensemble, histoire de se connaître, mais tu n'es pas en train de vivre ensemble, vous êtes en train de perdre du temps ensemble, sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que finalement, si ça se passe mal, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta valise, puis tu retournes chez papa et maman. Dans un coin de ta tête, tu sais que de toute façon, il y a une alternative. Donc c'est pour ça que ça se passe bien. Un peu comme des amis qui se fréquentent, et puis un jour où ça va pas, eh ben on ne s'envoie plus des textos, on ne sort plus ensemble le soir, et puis c'est fini. C'est la même chose. Comprenez que connaître quelqu'un sous le jour du tourisme et rester dans qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu du temps plus qu'autre chose. Et surtout comprendre, et là aussi c'est important parce qu'on l'oublie, on croit qu'on peut parler à un garçon, une fille, comme on parle à son copain et à sa copine. Or c'est pas vrai. La Gemara elle dit Zemi makom shenivra, vezemi makom shenivra. Ça veut dire quoi? L'homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été créé de quoi? De la terre. Fais un trait dans la terre, qu'est-ce qui se passe? 2-3 heures après, il y a un peu de pluie, il y a un peu de truc, la terre elle se referme. Mais fais une marque dans un os. La marque que tu as fait, elle restera à vie. Or, si toi, le garçon, on va rentrer un peu dans les garçons ce soir, tu crois que tu vas pouvoir parler à la fille que tu as rencontrée comme tu parles à tes copains, eh bien, elle va te filer entre les doigts et tu ne sauras pas pourquoi. Parce que toi, tu leur as dit un mot, et 10 ans plus tard, elle va te dire, il était 21h. On était à la rue Henri Barbus, que j'ai vu qu'elle existe ici, et on sortait du resto, et tu m'as dit ça, et ça. Oh, on est 7 ans plus tard. Moi, je me rappelais même plus que je t'ai dit ça. Eh ben ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris que la sensibilité d'un garçon, c'est pas la sensibilité d'une fille, et vice-versa, eh bien, comme dirait un rave, animal. Tu vas être très très mal. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas cette subtilité... Tu vas l'écrire. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Vous m'expliquez? Il est content, c'est ça? Il est content. Bon, là je vous ai fait que l'introduction, mais Netanel il m'a dit à 45 minutes après, tu te fais jeter des pierres dessus. Non, je rigole. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là on a fait en fait que l'introduction de ce que je voulais vous dire. On a fait que l'introduction. Mais je vais aller vite maintenant. On a fait que l'introduction. Maintenant, Rabotaï, là, je vais vous foutre la rasera et l'angoisse, je sais depuis tout à l'heure. Mais maintenant, je vais vous rassurer. La Gemara, elle dit
Arbaim yom lifnei yetzirat havlad. 40 jours avant, excusez-moi d'être un peu direct, avant même que votre maman, elle savait qu'elle était enceinte de vous, 40 jours avant qu'elle fasse le test de grossesse, en haut, on a dit, cet enfant-là, il va aller avec cet enfant-là. Voilà. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Arbaim yom lifnei yetzirat havlad, bat kol yosef veomeret, bat ploni les ploni. Et pourtant, on a du mal à le croire. Pourtant, on a du mal à le croire parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui et on voit les démarches qu'il faut faire et on voit les gens qui divorcent. On va expliquer tout ça de façon assez concrète. En tout cas, il y a une autre Gemara qui est connue. Excusez-moi, c'est le Midrash Rabbah dans Bereshit qui dira, Rabbi Yosef bar Chalafta, il a dit à une duchesse romaine, la duchesse romaine, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu toute la journée? Il a répondu, il fait des shidduchim. Elle s'est foutue de lui. D'ailleurs, il y en a une qui s'est tellement foutue de Rabbi Ishmael à ce sujet-là. Elle a dit, mais il fait des shidduchim, mais moi je vais en faire des shidduchim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris 20 serviteurs, 20 servantes, elle les a mis ensemble. Et le lendemain, une scène d'horreur. Les cheveux des femmes ébourifiés, des yeux au beurre noir, des gens éclopés. Il n'y en avait aucun qui s'était entendu. Pourquoi? Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple de pouvoir créer justement cette fusion et de remettre les gens ensemble. Il y a des histoires qui ont été racontées, mais impressionnantes. Une histoire que raconte ici le Rav Abrahamov, de qui je tire secours ce soir. Et tout ce que j'ai dit de bien, c'est lui qui l'a dit. Les bêtises, excusez-moi de les avoir dit. Il a raconté qu'il y avait un diamantaire américain. Il avait réussi. Lui, il avait fait carrière. Voilà. Il avait fait carrière. Mais il a tellement fait carrière dans le diamant qu'il a oublié de se marier. Et ses parents, ils commençaient à être d'une inquiétude folle. Un RF Pessar, le monsieur, il voyageait d'Amérique à Bangkok. Ok? Et la veille de Pessar, il prend son vol de Bangkok pour aller à New York. Tranquille, il s'assoit, classe première, tout ça, il s'assoit, il n'y a pas de problème. Puis il y a un petit monsieur comme ça, tout petit, avec une casquette de la compagnie qui vient là. Il dit, c'est vous, monsieur, je ne sais plus, monsieur Schwartz? Il dit, oui, c'est moi. Monsieur, vous ne pouvez pas partir dans cet avion. Il dit, pas partir dans cet avion. Mais ça fait un mois que j'ai pris mon vol. Et demain, c'est la fête. Il a dit, vol, un mois, pas de fête. Écoutez-moi, je ne peux pas vous laisser dans cet avion. Dans le récépissé de vos billets, il n'y a que l'aller, il n'y a pas le retour. On vous a laissé passer en bas, mais maintenant vous descendez de l'avion. Il dit, mais je vais aller où? À Bangkok, je vais passer où? Pessar maintenant. Écoutez, moi, Pessar, je ne connais pas, vous descendez de l'avion. Ils ont même failli appeler un peu la sécurité. Il dit, c'est bon, je descends. Je vais aller faire les papiers, mais attendez-moi, le vol, il part pas. Il a dit, monsieur, vous avez un quart d'heure. Tu parles le quart d'heure, il est descendu en bas. Il appelle la société qui lui avait vendu le billet. Finalement, le billet, il s'est avéré qu'en fait, il n'avait même pas mis le retour et qu'il avait payé sur sa carte bleue que l'aller. Et le monsieur se retrouve à Bangkok 24 heures avant Pessar. Il dit, maintenant, il réfléchit, il dit, à Bangkok, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le pays le plus proche? Hong Kong. Peut-être qu'à Hong Kong, là-bas, il y aura des Chabad. Hein, c'est comme quand on va dans un endroit perdu, tu sais pas où tu peux aller, mais tu sais que Baruch Hashem et Kol HaKavod Lahem, il y a des Chabad. Saint-Tropez, il y a des Chabad, où tu veux, il y a des Chabad. Donc il dit, ok, je prends mon billet d'avion pour Hong Kong. Il arrive à Hong Kong, et puis il dit, qui c'est que je vais? Il dit, Hong Kong. Il y a une famille là-bas qui s'appelle la famille Asher. C'était un diamantaire lui aussi. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, Asher. Mais là, je vais lui dire que je suis bloqué. Et comme Israël a Révim Zélazé, les Juifs entre eux, c'est des frères et ils cèdent. Monsieur Asher est d'accord d'accepter ce monsieur Reuven Schwartz, âgé de 35 ans, à la maison. La suite de l'histoire, très chers amis, c'est que ce monsieur Asher, il avait une fille de 34 ans. Et Reuven Schwartz n'est jamais parti d'Hong Kong. Donc vous comprenez, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce monsieur, il ne s'est pas rendu compte que quand il avait pris le billet, il avait pris que l'aller. Il a fait descendre de l'avion, il a amené tout à fait par hasard, comme on dirait, jusqu'à Hong Kong. Et là-bas, il a trouvé sa destinée. Alors je ne vous ai pas dit d'aller à Hong Kong chercher votre fiancé ou votre fiancé. Ne vous amusez mais pas à ça. Parce que des fois, tu vas, et ça c'est intéressant à entendre, tu vas de l'autre côté du monde chercher ton fiancé. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup, les réseaux. On se met sur des réseaux de rencontres, hormis le danger sur lequel je ne cautionne pas du tout, mais les réseaux de rencontres, c'est des fois un peu d'amusement. Si c'est pas sérieux et si c'est pas validé, on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc tu vas perdre ton temps, encore une fois, pendant 6 ou 7 mois, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, et au bout de 7 mois, tu vas sortir en dépression parce que finalement, c'était pas la bonne personne et elle t'a fait miroiter des choses et tu ne sais plus comment faire. Or, ce monsieur-là, il avait trouvé son chidour. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est des histoires qu'on entend dans les livres d'histoire. C'est joli ce que vous faites, hein, c'est très fédéral et tout ça. Moi, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans ma yeshiva. Vous savez qu'en Israël, ça marche beaucoup avec les renseignements. Et d'ailleurs, ça c'est très important, si j'avais eu le temps de parler de ça aussi, c'est important de se renseigner. On évite beaucoup de problèmes. Quand on vous parle d'un garçon ou d'une fille,
Essayez d'avoir les numéros des téléphones des gens qui fréquentent ces gens-là. Parce que des fois, après, tu te dis, mais si je t'avais connu avant et que tu me redis ça sur lui ou sur elle, mais j'aurais pas perdu mon temps. Renseignez-vous. Et une fois, on se renseigne à la yeshiva sur un garçon qui était une stature assez importante. Et on lui dit, bah, écoutez, ce garçon-là, c'est une catastrophe. Éloignez votre fille de ce garçon-là. Alors que moi, je le connaissais. Mamash, Yom Kippour, 2 heures, vous allez me dire, ça veut rien dire. Mais bon, Yom Kippour, 2 heures de tfila, toujours pas prêt à faire du chesed. Mais le garçon qui avait répondu, il avait décidé de dire du mal. Et ça, le lachon hara, c'est très grave. On dit dire du mal sur quelqu'un, c'est comme un type, il passe devant une voiture et il raye la voiture comme ça, Béchef Alek. Donc une fois que les parents de la fille, ils ont entendu ça, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. 1 an plus tard, les parents de cette fille qui voyaient le temps passer et le mariage ne pas arriver, ils sont partis voir mon rocher Shiva. Ils ont dit, voilà, on a une jeune fille qui en âge de se marier, elle a déjà un certain âge. Il a dit, mais pourquoi vous pensez pas à tel et tel garçon? On dit, ce garçon-là, nous on a dit qu'il était violent, dépressif, nerveux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a dit, mais Chas v'Shalom. Ils se sont rencontrés et 2 mois plus tard, ils se sont fiancés. Baruch Hashem. Mais imaginez-vous, alors nous, qu'est-ce qu'on va regarder le côté positif? C'est-à-dire que quelque part, ce soir, ici, vous êtes assis, mais quelque part, il y a votre moitié quelque part. Tout le truc, c'est de se dire finalement, elle est quelque part, mais elle est où? Comme dit la chanson, elle est où? Il est où? D'accord? Il est où? Alors on va essayer ce soir, très rapidement, dans le quart d'heure qui me reste, d'essayer d'énumérer les bêtises à ne pas faire. La première à ne pas faire, et moi je vais vous raconter une fois, j'ai fait un shidour exceptionnel. Le garçon et la fille, ils étaient partis pour dire à leurs parents, on va se marier. Et puis, les parents du garçon, ils ont dit, elle est marocaine ou elle n'est pas marocaine? Ils ont dit, non, papa et maman, elle est tunisienne. On veut rien entendre. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a trop d'exigences sur les origines. Alors, d'abord, il faut savoir que dans les 10 à 15 ou 20 ans qui arrivent, on ne dira plus marocain, algérien, tunisien, on dira lyonnais, marseillais, parisien. C'est en train de se perdre, ça ne veut plus dire grand-chose. Et même si ça veut dire, est-ce que parce qu'elle n'a pas les mêmes ou il n'a pas les mêmes origines, tu vas laisser tout tomber? Malheureusement, il y a des parents et même des garçons et des filles qui font encore cette erreur. Ne pas avoir cette exigence sur les origines, sur le physique. Moi, si elle n'est pas blonde aux yeux bleus, écoute-moi, tu ne me la présentes pas. Ben, il y en a qui sont comme ça, j'en connais des garçons comme ça, qui disent, moi, si c'est pas un physique comme ça et comme ça, je veux rien entendre. Ben, ils ont 45, 50 ans, ils sont encore en train d'attendre la blonde aux yeux bleus, qui sûrement ne viendra pas. Autre chose, on en a parlé tout à l'heure avec Ilan, bien évidemment, et là je veux rééclaircir ce que j'ai dit, faire des études, oui, mais avoir une envie de carrière et de challenge en mettant de côté complètement ta vie familiale, c'est pas possible. Parce que le temps passe, les gens ne réfléchissent pas forcément comme toi, et ce qui risque d'arriver, c'est qu'à long terme, tu te retrouves malheureusement sans avoir la possibilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la longévité des rencontres, ça fait 6 ans que tu es avec lui. Tu te demandes encore si c'est le bon. Mais c'est pas possible. Vous savez ce qu'ils disent les Chachamim? Les Chachamim, ils disent un petit repère, que vous le sachiez. Je suis avec un garçon, je suis avec une fille, mais je ne sais pas si c'est le bon. Demande-toi si tu l'aurais présenté à ta meilleure copine, toi la fille, ou à ton meilleur copain, toi le garçon. Si oui, alors fonce. Si pour toi tu estimes que ce garçon ou cette fille avec qui tu es en amour en ce moment, il est tellement bien que tu l'aurais présenté à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, fonce, n'hésite pas. Pourquoi pour l'autre, tu es prêt à t'engager et dire finalement, ben c'est ce qu'il te faut, vas-y, fonce, et pour toi-même, tu es hésitant, parce que c'est toi. Mais conseille-toi à toi-même. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est que qui s'occupe de faire ces rencontres? Très souvent, on a des gens qui ne sont pas compétents et qui pensent que ce garçon avec cette fille vont aller et qui ne savent même pas comment ça fonctionne et on se laisse aller entre les mains de ces personnes-là et finalement on a des tellement... Juste que tu as bien pensé à mettre le chèque d'abonnement pour... Alors je dis pas, des fois ça peut aider les chatranim, mais que ce soit des gens d'une bonne réputation, qu'on ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. Et surtout, ne pas essayer de faire changer l'autre. Vous savez... Très souvent, on dit, ouais, mais bon, il est ou elle est comme ça, mais finalement, moi, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus attentionnée, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus ordonné, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus attentif. Ça viendra avec le temps. Changer quelqu'un du jour au lendemain, c'est pas possible. Et je vais vous faire même encore plus peur que ça. La personne que vous rencontrez et que vous fréquentez tout au long d'avant le mariage, ce ne sera pas celle d'après le mariage. Parce que les barrières de la honte tombent, et finalement, ça sera à peu près, mais ça ne sera pas la même chose. Ça, c'est évident. Et ça aussi, ne pas comparer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Inconsciemment, aujourd'hui, quand une fille elle raconte un garçon,
elle va le comparer, et très souvent on voit ça. On voit que les garçons qui se marient, tout ça, ils ressemblent énormément au père ou au frère. Et ça, on fait trop de comparaisons. On ne vient pas tous des mêmes familles. C'est pour ça qu'on dit que sous la choupa, à combien on rentre sous la choupa? Je vous pose la question. À deux. On rentre à 6. Hein? On rentre à 6, pourquoi? Il y a le khatan, son père, sa mère, la kala, son père, sa mère. Et c'est tout ça, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on va construire la maison et qu'on va faire notre chez-soi, on va rentrer les habitudes du père, de la mère, de la fille, et ainsi de suite. Et donc on va échanger, mais il va falloir, comment dire ça, être prêt des fois à faire un petit peu différent de ce qu'on a connu chez les parents. Et si on a compris ça, alors on a tout gagné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'on a le temps, que viendra le jour où on se sentira un petit peu plus prêt. Il faut savoir que louper son mazal, je ne veux pas faire peur à personne ce soir, ça peut exister. Il y a ce qui s'appelle dans les Chachamim Zivug Rishon et Zivug Sheni. Zivug Rishon, c'est ce qu'on t'a prévu à Baïmion Lifne et Tzira Tavlad. Hein? Non, pas deux, une ça suffit. D'accord? Depuis Cherem de Rabbeinu Gershon, ça veut dire que Zivug Rishon, c'est la personne, le premier couple, si on préfère, ce que Hachem a décidé pour toi. Et Zivug Sheni, d'accord? Eh bien, c'est ce que on risque de te donner si jamais tu divorces, si tu t'attends trop tard. D'où je le sais? Vous savez que les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on ne fait pas de mariage. Vous le savez ça. Il y a 3 semaines, destruction du temple, d'accord? La brèche et la destruction. Ces 3 semaines-là, jusqu'après le 9 Av, on ne fait pas de mariage. Or là-bas, la halakha, elle dit, mais par contre, on fait ce qui s'appelle une conclusion, d'accord? On amène les parents et on décide déjà de la date des fiançailles. On se promet l'un à l'autre. Pourquoi? Dira la halakha sur place. Shema yekadmenu acher berachamim. Parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va prier plus que toi et que tout à l'heure il dit Ribono shel olam, maître du monde, parce qu'il faut prier. Ça c'est certain. Amène-moi une fille convenable, amène-moi une fille convenable. Toi tu as fait le ouais, attends encore un peu, je sais pas, je me sens pas et tout. Lui il a prié et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ton zivoug il va te passer sous le nez. Et moi je l'ai pas fait méchamment, mais des fois je me demande parce que moi aussi j'ai les mêmes questions que vous. Pourquoi il y a des garçons, des vieux garçons? Pourquoi il y a des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées? Et des fois, je leur dis, des gens que je connais bien, je dis, dis-moi, est-ce que dans ta vie, tu n'as pas rencontré une fille qui te plaisait et qui te correspondait? Il n'y en a pas un qui m'a dit non. Il y a toujours la même réponse. Oui, il y avait une fille que particulièrement, mais, et le gars, il a 50 ans, et il est toujours en train de dire mais. C'est pour ça que il faut être vigilant. Ilan, il a bien fait tout à l'heure de faire cette réflexion et de se dire finalement, eh bien, il faut réfléchir et ne pas laisser sa carrière et se marier après être avec des dettes et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais réfléchir de façon raisonnable. C'est-à-dire que si la personne, après, elle se retrouve à voir tous ses amis mariés et lui encore en train de dire ouais, mais tu comprends, et après on enchaîne les soirées, on enchaîne les... Vous savez, ça va très vite. Moi, je connais des garçons, parce qu'on était à la yeshiva, qui ont enchaîné plus de 70, 80 shidduchim. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours la petite bête et la petite chose qui n'était pas exactement... Dites-vous bien quelque chose, le 100% n'existe pas. Il y aura toujours beaucoup de qualités que vous retrouverez à travers la personne que vous allez rencontrer, mais il y aura toujours un petit peu de défauts ou des choses qui ne vous conviendront pas, mais sur lesquelles, ô combien est-ce que finalement, on n'a pas besoin d'être exigeant autant? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on se marie jeune. Et que Bezrat Hashem, les parents qui nous entourent, ils verront nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit non, on a le temps, et puis c'est pas grave. Et puis il y a tellement de gens. C'est vrai, il y a des gens qui divorcent, c'est vrai. Aujourd'hui, on dit, et ça, j'avais vu une étude qui était assez affolante, la moitié des mariages, et ça, c'est un cours en soi à part, seul, pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'on s'adapte. Mais aujourd'hui, la moitié des mariages se terminent en divorce, et 6 couples de 10 remariés, eh bien, ne marchent pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une société où il y a beaucoup de jetables, il y a beaucoup moins d'investissements, il y a trop de réseaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un garçon ou une fille que quand tu lui parles d'un garçon ou d'une fille, ils ne vont pas te dire « Elle a un compte Facebook ?» Ben non, elle n'a pas de compte Facebook. Et puis tu vas la rencontrer. Qu'est-ce qu'une photo Ribono Shel Olam? Elle peut te faire décider dans ta vie. Peut-être que ce jour-là, elle était grippée. Peut-être que ce jour-là, il était de mauvaise humeur parce qu'il a pris une mauvaise... Et donc, il n'a pas la tête que tu vas voir. En vrai, il y a des gens, il faut dire ce qui est. C'est pas méchant, ils ne sont pas photogéniques.
Mais quand tu les rencontres, tu vois un autre visage. Qu'est-ce que tu vas décider ton mazal? Attendez, réfléchissez une seconde. Tu vas décider ton mazal sur une photo de Facebook. À l'époque, ça n'existait pas. Vous allez dire, ouais, vous êtes archaïque, Rav Chokron. Hein. Peut-être. Mais à l'époque, les gens, ils se rencontraient, ils discutaient, et puis ils voyaient des affinités. Et puis des fois, on se rendait compte qu'il y avait c'était une beauté, et l'autre, c'était une mocheté, ou vice-versa. Elle, c'était une tête de princesse, et lui, on n'osait même pas le regarder. Ils se mariaient ensemble, et on vous a pas dit de faire ça. Mais on vous a dit de faire attention, de ne pas juger les gens sur des comptes Facebook, de ne pas étaler sa vie. Ça, c'est un cours à part aussi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on étale. Pourquoi tu étales autant? Ça y est, j'ai un premier encart ce soir, les gars. Statut de Facebook, premier encart ce soir. B, c'est écrit là-bas. Yishlach lecha Hashem et aberacha ba'asamecha. Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il envoie la bénédiction? Dans ce qui est caché, dans la discrétion. Plus tu parles, et plus ça risque de ne pas se réaliser. Et comme a dit le Rav Avraham, il faut beaucoup d'investissement. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils disent, ouais, bon, éventuellement, un soir, on sortira ensemble, on viendra à un shiur de Koulanou. Non. Il faut l'investissement. Si tu veux créer quelque chose de sérieux avec un garçon ou une fille, il faut un investissement. Et comme dit le Rav, on ne peut pas laisser, et c'est pour ça, ce qui nous rassure, c'est écrit que Bat Kol Yotzet Veomer, c'est une voix céleste qui sort et qui dit, cette personne, elle ira avec cette personne. Pourquoi c'est une voix céleste? Pour te dire qu'il y a une part de névoie, il y a une part de prophétie dans ta destinée. Et ça, il faut y croire. Il ne faut pas dire, ouais, mais de toute façon, ça ira pas, moi je ne suis pas fait pour les rencontres, et j'ai déjà essayé. Vous savez, le Rav Saranter, une fois, il est passé dans une rue obscure, et il a vu un cordonnier en train d'arranger des chaussures, et c'était très noir. Il était avec ses élèves, il a dit au cordonnier, comment vous pouvez travailler dans cette pénombre? Il a dit, le cordonnier, Kolzman, je vais traduire, Kolzman chez Aner Dolek, Efchar Letaken. Tant que la lumière est allumée, je peux encore réparer mes chaussures. Il n'y a pas d'âge pour commencer sa vie. Il n'y a pas d'âge pour se prendre en main. Il n'y a pas d'âge pour avoir des ambitions. Les gens ils disent, ouais, mais ça y est, j'ai passé la trentaine. C'est pas vrai. Il y a ton zivou quelque part. Il y a une personne qui t'attend quelque part. Juste, et ça c'est toujours la part d'investissement et de ishtadlout, d'accord? La part de participation personnelle à avoir pour après voir de bons résultats. Et comme on dit, on bénit les mariés le jour du mariage en leur disant qu'Akadosh Baruch Hu les fasse réjouir comme Adam Arishon s'est réjoui de Chava. Pourquoi comme Adam Arishon, puisqu'on a parlé de lui au début du cours? Parce qu'Adam Arishon, quand il est sorti, il n'y en avait pas une ici, une à Lyon, une à Marseille. Non, il y avait Chava dans le monde entier, c'était la seule femme. Eh bien, ce qu'on bénit les Khatanim le soir du mariage, le Khatan et la Kala, de leur dire que vous ayez un niveau de proximité et de complicité, comme Adam a eu avec Chava parce que c'était la seule, eh bien qu'à vos yeux, celle ou celui avec qui vous êtes en train de former votre mariage ce soir, ce soit la seule et l'unique. Et c'est la bracha que je vous fais ce soir, que Bezrat Hashem, chacun, il trouve son zivouk berito bismano, dans la meilleure des façons, et que Nishma Besorot Tovot Yeshua Benechamot, Bezrat Hashem. Vous pouvez commencer.